Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Surface de Vérité. Rendez-vous ce soir avec une figure de l'architecture en Afrique. C'est plus de 30 ans à produire des études architecturales et à suivre des projets majeurs sur le continent. C'est un bâtisseur de l'Afrique que nous recevons, l'ancien président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et président du conseil d'administration de Kofi Diabaté Group. Diom Kofi est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Vous êtes au Burkina Faso pour solidariser avec vos confrères de l'Ordre des architectes du Burkina, c'est bien ça? C'est un devoir confraternel de répondre favorablement à leur invitation lors donc, de la deuxième édition d'Archiconnect, qui est une manifestation majeure effectivement donc, du monde de l'architecture. Oui, c'est important justement pour les architectes africains de créer ce cadre-là pour se retrouver également. Francis Kéré, vous connaissez? Bien sûr, c'est un jeune confrère et un ami. Et c'est une fierté africaine, justement. Voilà. Premier Africain à recevoir le prix Pritzker. Le Pritzker, effectivement, qui est le Nobel de l'architecture. D'accord. Alors, puisqu'on parle de l'Afrique, puisqu'on parle d'architecture, est-ce qu'on peut parler d'une identité architecturale en Afrique? Mais elle est diverse. C'est vrai que l'Afrique, elle est plurielle. Et en termes d'identité architecturale, il n'y a pas de modèle préétabli. Et je pense que c'est un métier donc, de création, c'est un métier de passion, c'est un métier de création. Et à ce titre, nous sommes en perpétuelle recherche d'une nouvelle écriture. Donc effectivement, donc, il y a une évolution, il y a une écriture à Abidjanaise, il y a une écriture à Ouaga, effectivement, mais dans les autres villes également, mais nous essayons effectivement donc, de pouvoir faire évoluer donc, ces nouveaux concepts d'architecture. En partant des valeurs, sur une base, sur un ancrage culturel, bien entendu. Il est vrai qu'aujourd'hui, les normes que nous appliquons donc, au niveau donc, des constructions modernes nous obligent à écarter certains matériaux tels que les toitures en chaume, parce que pour des simples raisons donc, de sécurité d'incendie, mais cela n'arrête pas la créativité. Cela n'arrête pas la créativité. Et que dit de la configuration des villes africaines, les plans d'urbanisme? Écoutez, toutes les villes africaines subissent aujourd'hui donc des problématiques de surpopulation, de densification, enfin de croissance urbaine exponentielle. Les villes croissent plus vite qu'on ne les pense. Donc il est impératif effectivement que dans toutes les villes africaines que nous renions avec donc, la planification donc, qui est véritablement réservée à l'État. C'est la responsabilité de l'État que de planifier, donc, de prendre soin donc, de la planification donc, des villes. Aujourd'hui, donc, les villes africaines souffrent également donc, de l'étalage urbain. De construction malheureusement anarchique, des quartiers qui sont mal desservis en termes d'assainissement, en termes d'adduction d'eau, en termes donc d'alimentation donc énergie, et il est impératif donc d'avoir des actions qui puissent effectivement réguler et atténuer, apporter un meilleur confort de vie aux populations. Des villes qui manquent cruellement de grands espaces publics, par exemple. Mais c'est un peu la conséquence de la non-planification, ou alors de la planification qui n'est pas suivie au niveau donc, de la mise en œuvre, effectivement, donc, d'un certain nombre d'équipements. Vous êtes en partie responsable? Ce sont des responsabilités partagées. Notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte que le travail que les pouvoirs publics nous confient soit exécuté dans les règles de l'art. Mais il appartient aux pouvoirs publics de faire véritablement appliquer les plans que nous concevons. À ce titre, nous militons aujourd'hui donc pour
densification des villes, mais en hauteur pour limiter justement l'étalage urbain. Plus les villes s'étendent, plus effectivement nous avons des difficultés donc, au niveau de la mobilité urbaine, au niveau du transport urbain. Et il faut effectivement donc, densifier les villes pour pouvoir avoir à partager beaucoup plus d'espace public, justement d'espace vert, et qui devrait être mieux équipé et mieux aménagé. Par exemple, je prends une ville comme Ouagadougou. L'autre souci, ce sont par exemple des bâtiments qui poussent, mais on ne pense pas par exemple au parking. Il y a une réglementation qui accompagne effectivement les nouvelles constructions. Et il faut les faire appliquer. Et normalement, pour un bâtiment donné, suivant sa destination, que ce soit un bureau ou ce soit des appartements, il y a une réglementation qui impose a priori un nombre de parking minimum pour effectivement les surfaces qui sont développées. Est-ce qu'au niveau des ordres des architectes africains, il n'y a pas cette possibilité aussi de faire de la veille citoyenne, une sorte de brigade pour alerter dès les débuts des chantiers, etc., pour effectivement que certains aspects puissent être pris en compte? Je suis de ceux qui pensent que l'architecte doit s'octroyer un nouveau rôle, celui de gardien de la cité. C'est à nous, donc, effectivement, donc, d'alerter sur les dérives urbaines et les mauvaises habitudes acquises au fil des années et pour lutter contre ce que nous appelons la politique du laisser-faire et du fait accompli. Il n'y a pas de fatalité effectivement donc à subir justement donc cet aspect de désolation donc de nos villes, mais on devrait le faire effectivement avec les pouvoirs publics et avec effectivement donc les pouvoirs locaux également. On parle d'une ville comme Ouagadougou saturée à l'intérieur, et pour éviter justement les risques d'accident avec les gros porteurs, il a été question de construire une sorte d'autoroute de contournement. Une rocade, oui. Une rocade. Malheureusement, à peine la construction n'est pas tout à fait terminée, mais déjà les bâtiments ont commencé à pousser, les parcelles ont commencé à être achetées tout autour. Visiblement, c'est déjà dépassé. C'est pas que ce soit dépassé, c'est la réglementation qui accompagne effectivement donc, ces nouveaux aménagements qu'on doit faire respecter. Et si cette réglementation est respectée, elle peut se faire également à travers la mise en place d'une plateforme de concertation entre les pouvoirs publics et les professionnels que sont les architectes, les urbanistes et les géomètres, enfin les professionnels du cadre bâti, pour pouvoir faire en sorte effectivement que les prescriptions réglementaires donc, qui accompagnent justement la planification donc, de cette rocade puissent être véritablement respectées. Est-ce qu'on peut dire que les villes africaines sont dangereuses si on prend sur cet aspect c'est la politique du laisser-faire qui est dangereuse. Vous savez, dans le monde entier, nous sommes confrontés effectivement donc à des problématiques de respect de la réglementation. Dans les villes développées, où la réglementation est appliquée, vous voyez bien qu'il y a moins de désordre urbain. Donc, il nous appartient à nous de faire la police en accord avec le pouvoir public pour que ces choses-là puissent effectivement être mieux régulées. À quoi devraient ressembler les villes de demain? Les villes de demain, je rappelle, c'est aussi le titre d'un livre de l'architecte Arnaud Pagès. Vous avez réfléchi, vous, à la ville africaine de demain, et vous parlez de mutation métier d'architecte à celui d'architecte développeur. Écoutez, l'acte de bâtir est heureusement et malheureusement l'un des actes les plus démocratiques au monde. En Afrique particulièrement, on subit l'autoconstruction. Moi j'ai envie de faire ma maison, je sais ce qu'il me faut, j'ai ma petite parcelle, je construis
mais malheureusement sans tenir compte justement des nuisances que je peux apporter à mon voisin. Et c'est pour cela que nous avons des règles d'urbanisme, pour pouvoir édifier donc les bâtiments en tenant compte du vivre ensemble qui est impératif donc au niveau des villes. Donc les villes africaines de demain, il n'y a pas de modèle préétabli comme je dis, mais c'est à nous architectes de pouvoir anticiper sur les enjeux donc de l'étalage urbain, comme je le disais aujourd'hui. On véhicule encore la fausse idée que culturellement parlant, les Africains ne peuvent pas vivre en hauteur, ce qui n'est pas vrai. Quand vous regardez les nouveaux quartiers qui se construisent, tant à Ouaga qu'à Abidjan, ce sont des immeubles aujourd'hui qui commencent à monter à R+1, à R+2, à R+3, voire au-delà. Ça veut dire que nous subissons un changement au niveau de notre mode de vie. Sans avoir à perdre notre culture, nous nous adaptons au mode moderne. Je préfère vivre en plein centre-ville pour limiter mes déplacements et des embouteillages que de vivre sur une parcelle non lotie, mal assainie et avec donc des difficultés de mobilité urbaine. Donc il y a des choix à faire, mais effectivement tout cela doit se faire avec une certaine concertation. La ville africaine, elle doit être verte également. La ville africaine de demain, elle doit être verte. Donc il faut effectivement que nous fassions donc des économies d'espace pour vivre plus dense, en hauteur, sur des parcelles plus resserrées, mais qui dégagent effectivement des espaces verts beaucoup plus importants. Ville verte à l'image de Kigali, par exemple? Ah ben, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple d'urbanisme qui permet effectivement donc à la ville d'avoir une meilleure mutation. Nous travaillons actuellement sur la ville de Cotonou, qui en 5 années, 6 années, avec la forte volonté donc, du gouvernement béninois, a changé de tout au tout. Aujourd'hui, Cotonou est l'une des plus vertes, des villes les plus vertes d'Afrique occidentale, pour ne pas dire d'Afrique. Donc c'est possible, effectivement, avec une volonté politique forte et une concertation et la mobilisation de vrais professionnels, justement, donc, de l'espace urbain, on arrive effectivement à changer les choses. Ce n'est pas une fatalité, c'est possible. C'est possible. Plutôt que des villes qui s'étendent, qui font de l'extension en superficie, qui occupent plus d'espace, comme Ouagadougou par exemple, qui s'étend à n'en point finir, vous préconisez plutôt qu'on puisse justement... Il faut densifier le tissu urbain actuel, monter en hauteur. Dans les quartiers, aujourd'hui à Ouagadougou, il est possible de densifier pour pouvoir effectivement recevoir plus de population sur le même territoire actuel de Ouagadougou. Certains vous diront, après il y a les soucis d'eau à faire monter, etc. Et bon, donc... Ça, ce sont des problématiques techniques, ce n'est pas compliqué. On sait ce qu'il faut faire pour que l'eau monte. Si nous avons des châteaux d'eau qui sont situés à des endroits bien précis et avec effectivement une élévation suffisante, de façon gravitaire, on peut faire monter de l'eau donc dans des immeubles R+3, R+5. Ça suppose justement, quand c'est densifié, qu'on réduit aussi la demande en matière d'infrastructures. Au niveau de l'eau, l'électricité. On fait de l'économie au niveau donc de l'assainissement, puisque l'assainissement sur une distance plus petite, on réussit effectivement donc à connecter plusieurs milliers de personnes. Oui. On parle... Et à la clé également, donc, on réduit effectivement donc, les grands déplacements et on favorise une mobilité urbaine douce également, en faisant bien sûr des aménagements qui permettent effectivement de dissocier les flux de voitures, de motos et de piétons. Et c'est vrai qu'on ne pense pas assez aux piétons donc, dans nos villes, alors qu'il faut dégager des espaces pour qu'ils puissent avoir une mobilité douce, sécurisée. Oui. Avec, parfois, je prends toujours l'exemple de Ouagadougou, on a l'impression qu'il n'y a pas eu assez de vision, de grandeur dans la vision. Vous avez des routes très étriquées,
Et vous savez que Ouagadougou, la capitale de deux roues, ces dernières années aussi, beaucoup de véhicules sont entrés. Et du coup, c'est un vrai désordre dans la circulation, malheureusement. Mais il doit y avoir plusieurs actions conjuguées pour pouvoir réguler les problèmes de mobilité. Il faut, dans nos villes, que nous commencions véritablement à penser et à favoriser justement le transport urbain collectif. À Abidjan, nous avons la chance d'avoir effectivement donc, la SOTRA, la Société des transports abidjanais, et avec des bus, et avec l'avènement également donc, des bateaux-bus depuis les années 80, donc avoir une mobilité beaucoup plus fluide. Et donc il y a moins de motos à Abidjan qu'il y en a à Ouagadougou. Et je pense que pour des villes comme Ouagadougou, comme Cotonou au Bénin, on peut trouver effectivement des alternatives pour pouvoir favoriser le transport urbain de masse, voilà, et réduire un peu effectivement donc cet effet de transport individuel à moto qui nécessite, qui produisent pas mal de nuisances sonores, de pollution et également donc d'occupation donc de la voirie. Oui. Cotonou, vous en parlez, beaucoup de rues pavées. Ouagadougou, l'autre souci, c'est la poussière. On parle tout à l'heure de perspective ville verte, ça peut aider à atténuer, mais quelle autre solution pour régler ces problèmes-là? Il n'y a pas de solution miracle, effectivement. Nous subissons aujourd'hui, donc tout pays confondu, les aléas du changement climatique. C'est une réalité. Il faut donc effectivement que les responsables donc, des communes songent à avoir des espaces de plus en plus plantés et avec une bonne gestion de l'eau qu'on arrive effectivement à assurer l'arrosage de ces espaces plantés. Quand vous arrivez dans les pays du Golfe, bon, c'est vrai qu'on passe de l'extrême à l'autre, c'est un environnement beaucoup plus riche, avec des ressources beaucoup plus importantes que les nôtres, mais la planification et la projection, donc effectivement des pouvoirs publics, ont permis de faire en plein désert, justement, donc des villes beaucoup plus vertes que sous nos contrées. Donc, je pense avec un peu de réflexion, de la concertation, de la méthode, nous pouvons également y arriver. Et la gestion de l'eau aujourd'hui, avec le goutte à goutte, vous arrivez à faire pousser des plantes sans avoir à dépenser des centaines de millions pour cela. L'autre défi pour les villes africaines, ce sont les logements sociaux. Il y a des politiques dans chaque pays, mais la réalité c'est que elles ont des limites et ça ne fonctionne pas toujours bien justement ces politiques-là. C'est quoi le problème? Écoutez, c'est le talon d'Achille de tous les gouvernants des pays africains, le logement social, le logement pour le plus grand nombre. En Côte d'Ivoire, des années 60 à 80, avec l'impulsion donc du président Houphouët et de la manne du café cacao, la Côte d'Ivoire avait produit un certain nombre de logements qui a permis effectivement à des foyers défavorisés d'avoir un logement décent, de sortir effectivement donc des quartiers traditionnels, le Trècheville, la Djamé, pour avoir accès à des programmes immobiliers, aux 220 logements, à Port-Boué, à Yopougon, à Cocody, tout cela. Donc ça. Et malheureusement, il y a eu, avec l'avènement donc des ajustements structurels, l'État a été obligé de se désengager du logement pour le plus grand nombre. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire de logements sociaux sans une très forte implication de l'État.
Autant l'État a le devoir donc de concevoir des routes, de la voirie, autant l'État a le devoir également de loger de façon décente donc les populations. Maintenant, il faut trouver le bon mécanisme pour pouvoir y arriver. Et à l'époque, en Côte d'Ivoire, cette politique-là a permis d'avoir ce que nous appelons à l'époque les opérations de location-vente. C'est-à-dire vous occupez un logement, vous accédez à un logement et vous en êtes propriétaire au bout d'un certain nombre d'années, donc avec des loyers modérés que vous aurez payés pendant 17 voire 20 ans. Et malheureusement, après, ça a été, avec l'avènement des ajustements structurels, donc cette politique a été arrêtée. Mais à Cotonou, avec justement la forte implication donc, des pouvoirs publics, nous avons réussi à accompagner le gouvernement béninois dans cette politique-là, qui a fait en sorte de prendre sur elle, de mobiliser le foncier, de sorte à ce que le foncier ne soit pas l'objet de spéculation. Oui, c'est l'autre problème. Voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc l'État apporte le foncier, l'État apporte à charge également donc, de prendre l'ensemble donc de l'assainissement, de la viabilisation de ce foncier-là, de sorte à ce que les acquéreurs ne payent véritablement que le coût de la construction. Voilà. C'est un montage qui a marché avec des financements de la BOAD, de la Banque islamique de développement, de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Bénin. Mais cela doit se faire avec d'abord une identification du foncier, la mobilisation également donc, des acteurs pour conduire une telle opération. Ça ne doit pas être une opportunité d'affaires pour qui que ce soit. Et puis, donc, c'est une question après de gouvernance, de projet, pour pouvoir arriver. Vous parlez justement d'affaires, d'affairisme. Et justement, on a l'impression qu'à un moment donné, l'État a démissionné pour donner toute la place aux promoteurs immobiliers sur ces questions-là. Après, on se retrouve avec des logements qui ne sont pas véritablement des logements sociaux, puisque les coûts sont tels que c'est inaccessible. Mais c'est ce que je disais justement, c'est l'action de l'État, l'engagement de l'État qui permet de réguler ces choses-là. Un promoteur privé, par définition, il fait de la promotion pour gagner de l'argent, c'est du business. Et c'est bien pour cela que nous avons fait un peu le bond de cette mutation métier, de passer donc d'architecte développeur, architecte développeur, pour pouvoir à notre échelle, petite échelle, ce n'est pas à l'échelle de l'État, de faire des logements qui mettent d'abord en avant la qualité du cadre de vie. Nous ne vendons pas qu'un logement, nous vendons un cadre de vie qui met en avant la qualité du cadre de vie et la vision d'architecte que nous sommes. Nous sommes à la disposition des États, on le fait au Bénin, on va le faire en Côte d'Ivoire sur un programme immobilier que nous avons initié, mais que nous ne pouvons pas réaliser sans véritablement un partenariat véritable avec l'État, un partenariat public-privé avec l'État pour la prise en compte donc, de tout le volet assainissement donc, des parcelles, avec bien sûr le concours des bailleurs de fonds. Donc il faut effectivement mobiliser et avoir un meilleur modèle économique pour pouvoir produire le logement social. Vous êtes en amont, mais on a l'impression que vous n'êtes pas toujours consulté sur certains projets. Vous savez, ça, ce sont les difficultés de rapport entre les professionnels du cadre bâti et les pouvoirs publics qui ont un droit régalien de la gestion de l'espace public et qui nous oublient quelquefois sur des strapontins, et nous sommes obligés effectivement de faire des coudes, de jouer des coudes pour nous inviter donc à la table de concertation. Parce que nous sommes les professionnels du cadre bâti et nous avons des idées et nous pouvons en bonne intelligence accompagner donc les pouvoirs publics à mieux penser d'abord à la politique urbaine, la planifier
avant effectivement donc de la mettre en œuvre et de l'aménager. Parce qu'on oublie que votre rôle, il est important pour éviter justement des difficultés en aval, parce que c'est aussi des questions de sécurité, mais aussi des questions d'économie. Mais bien sûr. J'ai l'habitude de dire que le tout premier rôle de l'architecte, c'est le conseil. Voilà. Si on consulte l'architecte et l'urbaniste en amont, effectivement, on arrive à une meilleure planification et à une meilleure projection des espaces bâtis. C'est une question de collaboration. Et très important. C'est quand même assez extraordinaire. Vous parlez tout à l'heure de Fouette Boigny, un homme de vision sur ces politiques-là, de logement. Au Burkina, il y a eu Thomas Sankara sous la Révolution, ça date déjà, mais avec des politiques de cité, justement, bâties, location-vente, justement, mais il avait déjà cette vision, cette perspective de construire en hauteur. La cité en trois aujourd'hui, vous verrez justement ces cités construites en hauteur. Il y avait de là de la vision. On se dit comment ça se fait que 30-40 ans après, on est encore à tâtonner sur ces questions-là. Mais nous vivons donc dans des espaces économiques où il y a tellement de choses à faire, où tout est prioritaire. Quand qui trop embrasse mal étreint. Et le fait de vouloir tout faire, on fait du saupoudrage. Je pense qu'il y a d'autres modèles. Il faut penser effectivement donc à une autre méthode pour pouvoir effectivement arriver à concilier les choses. Vous savez, une ville bien pensée permet d'améliorer la sécurité à plusieurs titres. La sécurité physique des personnes parce qu'il y a une meilleure fluidité, effectivement, mobilité donc des personnes. La sécurité sanitaire, parce qu'on vit effectivement donc dans des maisons beaucoup plus salubres, et la sécurité par rapport effectivement donc à notre devoir d'éducation donc de nos enfants, donc avec des équipements de proximité pour accompagner donc les programmes donc de logement. Est-ce que c'est possible de rattraper les villes africaines? Mais bien sûr. Mais bien sûr, je vais vous donner, bon, c'est pas dans notre contexte, mais dans les années 1840, en France, il y a eu justement donc, ce fameux baron Haussmann sous Napoléon III qui a complètement restructuré la ville de Paris, qui était un nœud de petites ruelles enchevêtrées les unes avec les autres. C'était un véritable coupe-gorge. On ne pouvait pas passer d'un arrondissement à un autre sans avoir le risque effectivement de se faire agresser. C'était une ville qui était puante et ainsi de suite. Et puis donc Haussmann, ça a été vrai, ça a été un peu brutal, douloureux. Mais Haussmann, avec justement ce qu'on nous appelons donc les opérations de restructuration urbaine, a ouvert de grandes voies dans Paris, a dégagé les choses pour en faire aujourd'hui la plus belle ville du monde. Oui. On peut le faire chez nous. On peut le faire chez nous. Un peu brutal, vous le dites aussi. À l'époque, la communication était difficile. Mais aujourd'hui, nous, avec l'avènement donc des réseaux sociaux, on a de meilleurs canaux donc, de communication. Aujourd'hui, à Abidjan, par exemple, vous avez vu, il y a eu une action donc, du gouvernement. C'était la transition pour parler justement d'Abidjan avec cette figure Cissé Bakongo. On a vu tout ce qui se passe actuellement, voilà, qui crée beaucoup d'amertume. Hein. Je pense qu'il était mieux par le souci, effectivement, donc, de sécuriser ces populations qui étaient installées donc, sur des sites dangereux a un peu omis d'y mettre un peu de forme pour pouvoir effectivement faire en sorte que la pilule passe mieux. Mais je pense qu'il a compris et qu'il est en train donc de corriger un peu les choses. Parce que le problème, c'est ce laxisme à la base qui permet aux populations de s'installer et après on se rend compte du danger. Et après, les habitudes sont difficiles à changer. C'est ce que je disais, la politique du laisser-faire qui
malheureusement sous-tendu par quelquefois des problématiques électoralistes. On laisse installer les populations parce qu'effectivement c'est un potentiels électeurs. Donc on laisse faire, mais après on se rend compte. Voilà, encore une fois, comme je le dis, avec de la concertation, de l'organisation et de la méthode, voilà, on peut arriver à faire les choses. Nous le faisons à Cotonou. Alors, Houphouët-Boigny, on en parlait, c'était un amoureux de l'architecture. On constate que des infrastructures réalisées sous son règne sont toujours futuristes, modernes. Abidjan, par exemple. Abidjan des années 70 n'avait rien à envier aux capitales sud-africaines. Parce qu'effectivement, donc, le président Houphouët, à la suite donc, de la colonisation, a pris sur lui effectivement de faire d'Abidjan un pôle moderne, donc une ville véritablement moderne, avec de grandes infrastructures routières et avec des bâtiments emblématiques qui continuent de faire la fierté d'Abidjan. Voilà. Et vous voyez actuellement donc, à Abidjan, le président Ouattara a pris la relève. Vous voyez toutes les constructions qui sont en cours, les ponts, les tours qui se construisent, des aménagements effectivement qui continuent de faire d'Abidjan la perle des lagunes. Et j'espère que nous allons renouer effectivement donc, avec la perle des lagunes. Oui. En tout cas, vous faites futuriste, vous voyez les rues, même Yamoussoukro, quand vous regardez, c'est véritablement des rues très vastes. Il faut, et ça, ce sont les problématiques de planification. Vous avez quand même à Ouagadougou 2000, il y a eu des aménagements qui ont permis effectivement donc, de donner donc, de grandes allées qui vont permettre à Ouaga dans les années à venir de respirer. Et la planification, et la projection, la vision permet effectivement donc, de mieux projeter les villes de demain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est un pays en chantier, hein, vous l'avez dit, le président Ouattara qui poursuit l'œuvre d'Houphouët-Boigny. L'architecture est-elle à l'avant-garde justement de cette vision, de cette politique, sa place dans ce vaste chantier? Écoutez, l'architecture permet de donner à un moment T l'image du pouvoir politique. Voilà. On assoit donc l'image de son action politique à travers la pierre, à travers des ouvrages d'art. Bien sûr que donc là, à ce titre-là, l'architecte devrait être l'ami des princes. Voilà. Donc, en principe, aujourd'hui, vous, les architectes, vous devez être bien, vous ne devez pas chômer en Côte d'Ivoire, puisque tout est en chantier, visiblement, ça bouge. Écoutez, malheureusement, il faut dire les choses, l'espace urbain, sur l'espace urbain actuellement, on voit l'action de l'architecte, mais on devrait être encore plus nombreux pour que les choses s'améliorent. Quand vous arrivez à Singapour, vous avez plus de 2500 architectes à Singapour pour une population de 3-4 millions d'habitants. Vous voyez, le ratio d'architectes est très important. Et ce sont des architectes, à travers Lee Wang-Yu, qui lui-même était architecte, qui ont permis effectivement de donner à cette ville-État l'image rayonnante qu'elle a aujourd'hui. En Afrique, nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Hier, effectivement, j'ai appris qu'il y a 260 architectes au Burkina pour une population de 22 000 habitants. Ce n'est pas suffisant. À Abidjan, nous sommes à peu près 250 pour une population de plus de 24 millions d'habitants. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi c'est un secteur qui est fermé, parce qu'on a l'impression que vous ne faites pas dans l'ouverture toujours? C'est vrai que c'est réglementé, mais on a l'impression que c'est un secteur qui est très fermé.
C'est une mauvaise impression. Vous savez, nous architectes également, nous péchons par manque de communication. Il nous appartient effectivement d'améliorer notre communication. Notre intervention, moi quand j'interviens, a priori, je fais économiser à mon client 20 fois les honoraires qu'il me paye. Voilà. Et parce qu'on met en avant souvent donc, le montant élevé donc, des honoraires, mais on oublie justement donc, ce que l'action de l'architecte apporte à la qualité de la construction. On n'est pas obligé de refaire 36 fois des choses par erreur ou par ignorance, et également donc la pérennité de la construction et la beauté donc, de la construction. Donc a priori, l'architecte fait économiser de l'argent à son client, que ce soit l'État ou que ce soit un client privé. Les aînés, vous faites toujours de la place aux jeunes? Écoutez, moi, enfin, au sein de Kofi Diabaté, de notre cabinet, nous avons un projet, de ce que nous appelons le projet de transmission. C'est-à-dire nous avons au sein du cabinet un certain nombre de jeunes architectes que nous formons au métier. Un jeune architecte, c'est 40 ans pour qu'il soit en pleine possession effectivement de moyens et de la vision pour pouvoir conduire effectivement les ouvrages qui lui sont confiés. Et bien sûr, nous avons donc l'ambition de pouvoir transmettre à des plus jeunes que nous un cabinet structuré. Oui, mais c'est vrai que le défi aussi dans ce secteur, c'est la formation. L'impression qu'elle est inaccessible. Quand je parle d'inaccessible, je parle surtout des écoles de qualité et puis aussi du coût de la formation. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y avait une école depuis plus de 30 ans maintenant, une école d'architecture sous-régionale qui s'appelle l'EAMO, qui est basée à Lomé. Donc, par rapport effectivement donc, à l'espace UMOA, et donc on a décidé de mettre l'école d'architecture à Lomé. Mais l'école de Lomé ne peut pas effectivement former tous les architectes dont nous avons besoin. Donc au niveau de la politique sous-régionale, je pense qu'il faudrait qu'il puisse avoir une directive qui permette à chaque État donc, de pouvoir, au niveau des universités nationales, créer des écoles d'architecture pour rendre effectivement donc, l'accès à l'apprentissage de l'architecture plus accessible au plus grand nombre. Voilà. Et nous avons ouvert une école à Abidjan, mais qui est une école privée, donc effectivement, avec un certain coût. L'Aube Nouvelle a ouvert une école donc, à Ouaga également, qui a un certain coût. Mais je pense effectivement qu'il faudrait qu'au niveau donc, des universités nationales, qu'on puisse avoir des écoles d'architecture pour rendre donc, cette formation-là accessible à tous. Voilà, vulgariser un peu ce secteur. Les architectes ivoiriens et les infrastructures de la CAN, vous avez assez contribué à ce niveau-là, parce que c'était l'occasion aussi, on a vu de grandes infrastructures pousser, ces stades, et tous ces bâtiments et tout. Écoutez, ces dernières années, nous avons pas mal de confrères ivoiriens qui ont travaillé effectivement donc, sur ces ouvrages. Vous savez, une manifestation comme celle-là est l'occasion effectivement donc, de faire travailler donc, les différents professionnels sur ces ouvrages de qualité. Et ça a été le cas, vous avez été suffisamment impliqué en amont sur la réflexion sur les modèles d'architecture, des stades, etc. Est-ce que ce travail a été fait avec vous? Pas toujours, mais vous savez, nous on se projette dans la perspective de faire améliorer effectivement les rapports entre l'État et les architectes. C'est la chose la plus importante. Très important. Est-ce qu'au niveau africain, vous avez ce cadre-là qui vous permet de réfléchir justement à l'Afrique, à la construction de l'Afrique? Mais nous avons donc l'Union des architectes d'Afrique, qui fait partie de l'Union internationale donc, des architectes, et le vice-président donc, de l'Union donc, des architectes d'Afrique était d'ailleurs présent donc, à ArchiConnect hier également avec nous.
venu soutenir effectivement l'Ordre des architectes du Burkina dans ce sens. Donc c'est une plateforme d'échange et de réflexion de tous les ordres africains. Et ça se mène, vous faites le plaidoyer justement pour impacter justement les politiques. Mais bien sûr, nous nous invitons toujours à la table de concertation. C'est pas toujours facile. On ne vous invite pas, vous vous invitez. On s'invite. On s'invite. Disons qu'il y a des pays où les choses se passent mieux, où c'est plus fluide, mais c'est un, comme je dis, l'architecture, c'est un sport de combat. Donc, les villes africaines, c'est aussi créer une sorte d'équilibre, d'harmonie entre le bâti et le non bâti. Oui. C'est quand on bâtit des villes, quand on érige des bâtiments, pour accompagner ces bâtiments, on aménage des espaces qui, eux, ne sont pas bâtis, mais qui ne doivent pas être des jachères, qui doivent être aménagés pour que, justement, les populations puissent mieux respirer et partager, justement, donc, ces espaces. Moi, personnellement, je rêve donc de villes-jardins au niveau de l'Afrique. Nous avons la chance, quand même, avec un tout petit peu d'effort, quand on sème une graine, elle devient un arbre au bout de quelques années. Donc, il nous appartient de prendre soin de la nature et de lui permettre de reprendre ses droits de temps en temps. La place des matériaux locaux dans la vision... Écoutez, c'est un sujet sur lequel il faut être très clair. Si on dit des matériaux locaux, c'est de construire en banco sans prendre de précautions par rapport à l'érosion de la pluie, est-ce que c'est une solution? Je pense qu'on peut utiliser donc des matériaux locaux, mais en les améliorant techniquement. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais en même temps, il faut également parler de leurs coûts de production. Aujourd'hui, heureusement, malheureusement, la brique reste le matériau le plus accessible et le moins cher. Comme disait un de mes confrères hier, peu importe son dosage, n'importe quel petit maçon du quartier peut la monter. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, de certains matériaux tels que la terre stabilisée qui demandent une main-d'œuvre un peu plus qualifiée. Donc, à la fin de la journée, il faut comparer des choses. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Qu'est-ce qui est le plus accessible aux populations les plus démunies? Mais ce sont des choses en perpétuelle réflexion. Nous expérimentons des maisons en terre stabilisée, en pisé. Pour l'instant, ce sont des solutions de confort thermique, des solutions esthétiques, mais qui ne sont pas forcément les solutions les plus économiques. Nous sommes dans le domaine de la prospection, de la recherche, pour pouvoir effectivement améliorer ces choses-là. Oui. Un pays, c'est un tout, ce n'est pas que les capitales, c'est aussi ces villes secondaires qui ont besoin aussi à ce niveau-là, qui est de l'investissement. Mais justement, en parlant de matériaux produits localement, il faut susciter donc l'implantation d'une industrie du bâtiment. Quand on prend donc les villes d'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, quand on construit des bâtiments, ce sont des logements 100% marocains, 100% tunisiens. En termes de production donc, de tout ce qui rentre donc, dans la réalisation du bâtiment. Ils fabriquent des sanitaires, ils fabriquent des ampoules, ils fabriquent des câbles électriques. Choix de peinture. Voilà, la peinture. Bon, ici, on fabrique la peinture également, mais il faudrait que nous allions un peu plus loin, de sorte à pouvoir réduire les coûts d'importation. Les coûts d'importation qui sont forcément également liés et fortement impactés donc par les coûts de transport avec tout ce que nous subissons effectivement dans le monde avec les guerres et tout. Donc tous ces coûts-là ont explosé, ce qui fait que construire aujourd'hui coûte de plus en plus cher.
Je ne sais pas combien coûte la tonne de ciment à Ouaga, mais à Abidjan, nous sommes donc au-delà des 80 000 francs la tonne, ce qui est énorme. Autour de 120 000 la tonne. Et à ce prix-là, ça devient très difficile. Voilà. Donc il faudrait que nous puissions effectivement avoir des alternatives, c'est vrai, pour pouvoir effectivement réduire donc le coût de ces matériaux. Oui. En tout cas, c'est un débat qui est là. Mais on parle aussi d'architecture militante. Ça vous dit quelque chose? Militante? Oui. Pour moi, l'architecture est un acte militant, effectivement. Un architecte engagé pour des causes. C'est mieux, c'est même un acte politique. Quand on trace un trait ou quand on fait une construction qui est censée marquer son temps et qu'on veut, qu'on souhaite être la plus iconique possible, effectivement, c'est un acte militant. Et c'est une dynamique à encourager, à votre avis, pour bien sûr. L'architecture africaine. Bien sûr, bien sûr. Quand vous parlez donc de Francis Kéré, c'est un architecte militant, c'est un architecte engagé, tant dans son discours que dans sa gestuelle architecturale. En tout cas, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui façonne, qui donne des visages, des figures. Et en tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est que les politiques prennent en compte et vous donnent toute votre place, justement. Qui nous écoutent un peu plus. Un peu plus, voilà. Pour les aider, voilà. Justement. Et qui transforment l'estrapontin en fauteuil pour que nous puissions discuter raisonnablement donc, de ces questions importantes pour le bien-être de nos populations. Très important. Faire des villes modernes, des villes qui respirent. Résilientes. Et qui donnent envie, donc, voilà, justement, d'y habiter. Et connectées. Et connectées. Très important. On est en fin d'émission. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et ça a été un plaisir, effectivement. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité.